Bonjour à tous, j'ai un truc à vous raconter. Hier, j'ai créé une super API REST en Java. Et du coup, ça c'est moi, super content des magnifiques lignes de code que j'ai pu développer. Et donc maintenant, comme tout bon développeur à la mode qui a besoin de conteneuriser son application, je vais avoir besoin d'un Dockerfile. Sauf que moi, Docker, je connais pas trop. Du coup, j'ai demandé à un pote à moi, qui pour le coup s'y connaît un petit peu plus. Bon ok, j'ai demandé à ChatGPT. Donc je lui ai demandé de me générer un Dockerfile, et voilà ce qu'il m'a généré. Alors c'est plutôt pas mal, parce qu'il est assez simple, mais il y a quand même 2-3 choses qui vont pas là-dedans. Alors tout d'abord, on utilise une JDK dans l'image finale, alors qu'au final je suis pas vraiment sûr qu'on ait besoin d'une JDK, on peut juste se contenter d'une JRE pour faire tourner du Java. Et puis je vois pas d'instruction user non plus. Ce qui veut dire que potentiellement le conteneur tourne en route si l'utilisateur n'a pas été redéfini dans l'image de base, et ce qui est probablement le cas. Et puis là, si je change une ligne de code, en fait, il y a mon gros jar, mon gros layer là, qui va être invalidé et qui va être repoussé sur ma registry. Donc c'est pas hyper optimisé, et je me suis dit que j'allais plutôt faire appel à une autre commande que j'ai découverte il y a quelques jours, et qui s'appelle Docker Init. Docker Init, c'est assez récent, et c'est une petite commande assez magique qui permet de générer un Dockerfile et un Docker Compose, etc. pour notre application. Et il va venir nous poser quelques questions et générer tout ça automatiquement. Donc c'est pas mal, je me suis dit je vais essayer de lancer ça. Et voilà ce qu'il m'a généré. Est-ce que vous arrivez à lire dans le fond? Non? Bon. C'est normal. Donc vous inquiétez pas, on va parcourir un petit peu les 4 steps de ce Dockerfile et voir un petit peu si c'est un peu mieux que ce qu'on a fait juste avant. Alors la première étape, c'est le téléchargement des dépendances. Donc là, c'est pour pouvoir les réutiliser par la suite, soit. On ne va pas aller en détail dans ce que fait exactement cette step-là. La deuxième étape, c'est la partie de package. Donc là, je vais générer mon jar pour pouvoir ensuite en l'occurrence, l'extraire dans l'étape suivante. Donc là, c'est une commande qui permet justement d'éclater le jar en différents layers Docker pour venir optimiser le stockage et dire qu'on va avoir un layer sur les dépendances, par exemple, un layer sur le code, etc. Et donc ça, c'est intelligent, mais a priori, il y a le layer tools, ça fonctionnerait qu'avec Spring Boot, même si, bon, en général, avec du Java, on fait du Spring, mais pas forcément. La dernière étape, c'est la partie assemblage. Donc là, on définit bien le user qu'on veut utiliser, on part bien d'une JRE, donc là, ça va un petit peu mieux, et on va copier les différents layers qu'on a extraits de notre jar dans l'étape d'avant. Donc là, c'est pas mal, mais il y a un petit problème quand même sur la reproductibilité. Et retenez bien ça, on va y revenir juste après. Donc tout ça pour dire qu'au final, ce Dockerfile, il est pas mal, il est complet, mais il est complexe. Et on n'a pas toujours un ops dans l'équipe qui nous permet de venir mettre à jour ce Dockerfile pour faire, si on veut ajouter des instructions par la suite. Donc ça peut être assez compliqué à maintenir pour un dev qui a des connaissances de base en Docker. Du coup, je vous remercie beaucoup d'être venu assister à cette conf. Aujourd'hui, on va parler de Gib et où je vais vous proposer d'adopter le Dockerless pour vos projets Java. Je m'appelle Ludovic, je suis DevOps chez Leroy Merlin depuis plus de 3 ans et je suis passionné par tout ce qui touche à l'automatisation, donc l'infra as code, la CI/CD, passionné par l'observabilité et par la sécurité, en particulier la partie plus reverse engineering. Et sinon, d'un point de vue plus perso, j'aime beaucoup l'horlogerie, la lecture et la finance décentralisée. Et avant d'aller plus loin, je voulais juste préciser que j'adore Docker. Ne vous méprenez pas, mais j'aime pas ça. Ok, j'ai peut-être un petit peu abusé, mais honnêtement, j'ai vu des choses qui ressemblaient à ça, où là, pour le coup, il n'y a rien qui va. Parce que là, on part d'une image OpenJDK latest sans spécifier la version.
On copie absolument tout dans notre image, donc avec potentiellement en bonus un historique Git, des fichiers .env, tout ce qui va avec. On tourne en route, comme tout à l'heure, et puis on lance l'application en mode compilation à chaud, c'est-à-dire qu'à chaque démarrage de conteneur, je vais venir compiler mon application avant de la lancer. C'est pas optimisé du tout. Et alors, par la même occasion, j'aime pas les Dockerfiles qui sont longs comme le bras, parce que c'est assez complexe à maintenir. Donc j'adore Docker, mais j'aime pas ça non plus. Qui fait du GitLab CI ici? Est-ce que vous avez déjà rencontré cette erreur? Je pense qu'il y a de grandes chances. Là, en fait, on essaye d'exécuter des commandes Docker dans un runner GitLab CI qui est lui-même en fait un exécuteur Docker. Donc on essaye de faire du Docker in Docker, et là, en termes de configuration, c'est un peu compliqué. Il faut rajouter les bonnes lignes qui vont bien, et ça peut être un peu prise de tête. Et j'adore Docker, mais j'aime pas ça. Là, je suis juste en train de build mon image une première fois, et avec le même code source, je la rebuild une deuxième fois, et on se rend compte que j'ai deux ID différents. Alors on le verra juste après, au final, les layers n'ont pas été invalidés, mais par contre, on a quand même un ID qui est différent, et d'un point de vue dev, ça peut être un peu perturbant. Donc pour toutes ces raisons, je préfère Gib. Et mon objectif, durant ces 50 minutes, c'est de vous donner envie de tester l'outil dans vos projets, pour pouvoir vous débarrasser de vos Dockerfiles, aussi magnifiques soient-ils, j'en doute pas. Alors qu'est-ce que c'est Gib? Gib, c'est pas nouveau déjà. Donc c'est une librairie open source qui est développée par Google justement et qui permet de construire des images Docker optimisées pour des applis Java. Et l'objectif de Gib, ça va être d'améliorer l'expérience de dev. Comment est-ce qu'il va faire ça? Il va s'appuyer sur trois grands principes. Le premier principe, c'est la simplicité. Gib, c'est un plugin Maven ou Gradle qui va s'intégrer directement du coup côté code et qui va permettre de générer une image Docker sans avoir besoin d'écrire un Dockerfile. Et donc ça va faire ça de manière déclarative. On le verra juste après. Le deuxième principe, c'est la rapidité. Le but de Gib, ça va être de séparer l'application en différents layers, comme on l'a vu, pour venir réutiliser ceux qui n'auraient pas changé entre le moment où on ajoute des nouvelles lignes de code. Ce qui fait qu'on va optimiser à la fois la charge réseau vers la registry et également le stockage sur cette registry. Et donc le troisième principe, c'est la reproductibilité. À partir du même code source, je veux la même image, peu importe le contexte dans lequel je me trouve, que je sois dans un runner GitLab, un runner GitHub, que je sois sur mon poste local, je veux la même image. Ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu de layer et comment ça fonctionne avec Docker. Donc on va faire un petit rappel pour comprendre comment Gib va venir optimiser ça. Dans un mode de fonctionnement classique où on a notre Dockerfile, on va avoir notre image de base qui a un certain poids, donc là ici 225 mégaoctets par exemple, sur lequel, quand on va faire la copie du jar, on va venir rajouter un deuxième layer qui est en fait notre gros fat jar qui peut faire 115 mégaoctets par exemple. Et donc pour ça, je vous propose une première démo. Alors ça, c'est ma magnifique API REST, je vous l'avais dit, hein, elle est incroyable. Et j'ai un Dockerfile. Est-ce que c'est assez lisible dans le fond? Oui, super, merci. Donc, on part bien de notre image de base, on fait un copy du jar, et on démarre le conteneur. Donc je vais build mon image une première fois. Démo, je vais l'appeler Docker1, et je vais préciser l'option -no cache. Pour dire que je ne veux pas de cache, je simule un contexte de CI/CD où je suis dans un runner, je n'ai pas forcément accès à du cache. Et donc, mon image a été buildée. Super. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je me dis, j'ai envie de modifier un peu mon code source. Je vais modifier une ligne. Et donc, on va rajouter une nouvelle marque de voiture. Oups, perdu. Toyota. Super. Je vais pouvoir régénérer mon jar. Donc je vais faire
Alors, je vais revenir ici pour qu'on voit un petit peu mieux. Je vais refaire un Maven Clean Package pour régénérer mon jar. On va skip les tests, à ne pas reproduire dans la vraie vie, bien sûr. Et je vais pouvoir rebuilder mon image Docker une deuxième fois, toujours sans cache. Parce que je suis dans un nouveau runner GitLab CI ou GitHub Actions. Et maintenant, je vais utiliser un outil qui s'appelle Dive. Dive, c'est un outil qui permet d'inspecter le contenu d'une image Docker, et en particulier l'organisation des layers, par exemple, avec leurs ID, la configuration des variables d'environnement, du conteneur, etc. De l'image. Et donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe dedans. Donc Docker 1. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit beaucoup d'informations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, alors, si on se déplace sur le layer qui correspond à la copie du jar, ici, il a un certain ID, ici, qui commence par D4A8. OK, super. Si je quitte et que j'inspecte la deuxième image que j'ai construite, là, forcément, l'ID est différent. 7D65, voilà. Ce qui veut dire que si je fais un docker push de mon image, donc gib démo docker 1, donc là il va me push le fameux gros layer ici. Regardez, D4A, c'est parti, on envoie tout ça à la registry. Si ça veut bien push. Il fallait que ça arrive, hein. L'effet démo. Bon, vous avez l'idée. Et je vais essayer de changer de réseau. Et avec un petit peu de chance, ça va passer. Tant pis pour ma 4G. Bon, il n'a pas l'air d'avoir envie de coopérer, mais vous voyez l'idée. Donc là, on est en train de push le premier gros layer, et si je fais pareil avec la deuxième image, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que pareil, les autres layers existent déjà, mais le gros layer du jar, ça va pas passer. Je vais lancer un petit script, juste avant de continuer. Qui ne veut pas coopérer non plus, visiblement. C'est bon. Et on va parler un petit peu de Gib. Alors, Gib, comment est-ce qu'il va faire pour optimiser l'image Docker? On va partir de la même image de base, ça, il n'y a pas de souci, toujours une image avec 225 mégaoctets. Et lui, il va venir rajouter un premier layer, qui est celui sur les dépendances. Et là, ce qui est frappant, c'est que ce layer-là, si vous regardez bien, il fait 114 mégaoctets. Ce qui veut dire qu'il fait la plus grosse partie de notre fadjar initial. Et les dépendances, elles vont a priori pas changer à chaque PR. On n'ajoute pas des dépendances tous les jours, même si forcément ça arrive à un moment donné. Le deuxième layer, c'est celui sur les ressources. Donc là, ça va être toute la configuration de l'application, par exemple les fichiers .properties, la config des logs, etc. Et le dernier layer, c'est celui sur les classes. Donc là, c'est celui qui correspond vraiment au code source. Et là, typiquement, à chaque fois qu'on fait une PR, on modifie des lignes de code. Et donc là, ce layer-là, il va changer à chaque fois. Sinon, je ne sais pas trop ce que vous faites dans vos PR. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que là, ça fait 0,5%. Le layer sur le code source, il représente 0,5% du gros fadjar. C'est-à-dire, ce qui est entouré en blanc, ce n'est pas 0,5% de l'image, c'est encore en dessous. Mais donc, pourquoi quand on change une ligne de code, on a besoin de repush 115 mégaoctets sur notre registry? On se pose bien la question. C'est bien beau tout ça. Maintenant, ce que je vous propose, c'est une petite démo pour voir comment est-ce que ça s'utilise. Donc, on retourne sur ma magnifique API REST, qu'on va remettre à l'état initial d'ailleurs. Je vais me déplacer sur le bon commit qui me permet de builder mon image. Voilà. Et donc, comment ça va se comporter? Je vais faire un Maven clean compile. Je vais compiler mon application. Jusque-là, tout va bien. Une fois que mon application est compilée, là, j'ai plus qu'à faire un Maven gib
build. Et avant de faire ça, on va se rendre sur ma registry Docker ici, qui correspond à ma fameuse image. Et dans les tags, on voit que j'ai rien. Tout va bien. Je vais build mon image avec la commande gib de .build. Et là, on se rend compte que gib, ça y est, il est en train d'essayer de builder notre image Docker. Qui n'a pas envie de coopérer non plus. Allez, tu peux le faire. Il fallait que ça arrive, hein. Encore une fois. Et là, pour le coup, on est un petit peu obligé d'attendre. J'arrive même pas non plus à actualiser ma page, c'est dire. Super, bon. Écoutez, c'est pas grave. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ici, mon image, normalement, elle est censée apparaître. Bon, croyez-moi sur parole, je suis pas un menteur. Et le plus fou donc, dans tout ça, c'est que si je regarde un petit peu, on va ouvrir un deuxième terminal, ne sait-on jamais qu'il arrive à push au bout d'un moment. Je vais regarder mes images locales quand même, au cas où. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas Docker. Docker n'est pas démarré. Et en fait, je pourrais même ne pas avoir Docker sur ma machine, que ça fonctionnerait quand même. Bon, on va le laisser construire l'image tranquillement. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient de construire une image Docker sans même avoir Docker. Comment est-ce que c'est possible? Alors, pour ça, je vous propose un petit schéma de comment fonctionne la construction d'une image Docker dans un schéma classique avec notre Dockerfile. Donc, on a notre projet qui correspond au code source. Quand on va venir le build, ça va nous générer un jar, quand on va faire un package. Ensuite, on va venir rajouter notre Dockerfile, et avec ça, on va envoyer ces deux informations dans le démon Docker. Donc c'est lui qui va se charger de la construction de l'image Docker, et on envoie ça via ce qu'on appelle le build context. C'est tout ce dont va avoir besoin le démon Docker pour construire l'image. Et donc, en particulier, le Dockerfile, le jar. Et ensuite, donc on va faire Docker build, et ça va stocker l'image dans notre registry locale. Ce qui veut dire que quand on fait Docker images, on voit notre image qui apparaît. Super. Et ensuite, on fait un Docker push, et ça apparaît sur la registry distante, donc sur Docker Hub par exemple. Ça, c'est le mode de fonctionnement classique avec Docker. Avec Gib, c'est un petit peu différent. On a notre projet, donc notre code source, et qui, en passant par Gib, envoie directement ça dans la registry. Mais comment est-ce que c'est possible? On va voir ça tout de suite. Pour ça, il faut qu'on fasse une petite anatomie d'une image Docker. Et de manière plus générale, en fait, une image OCI. Alors OCI, c'est juste un format standard pour les images de conteneurs, ce qui veut dire qu'en fait, ça fonctionne à la fois avec Docker, mais aussi avec Podman, par exemple, si vous utilisez. Et donc pour ça, en fait, une image Docker, c'est juste une archive au format tar.gz, et on peut exporter notre image, une image Docker qu'on a en local, vers une archive, et ça nous fournit justement une archive au format tar.gz. Et si on inspecte le contenu de cette archive, on voit différents fichiers, et en particulier, ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on va avoir tous les layers qui composent notre image avec leur contenu, et après il y a le fichier index.json et le fichier manifest.json qui vont être la configuration de l'image et qui vont dire que les layers ils sont dans ce sens-là, ils sont dans cet ordre-là, qu'on va avoir des variables d'environnement, qu'on va avoir l'entry point à lancer, ça va être telle commande. Et donc c'est juste une structure de fichier que Gib va lui reproduire lui-même localement, et il va faire les appels API nécessaires sur la registry pour venir envoyer l'image. Et donc en faisant ça, il n'a pas besoin d'avoir accès à un démon Docker pour venir construire l'image. Donc même si le développeur n'a pas de Docker sur sa machine, ça passe quand même. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire la migration pas à pas. Donc on va reprendre ma magnifique API REST, qui du coup est toujours bloquée sur la construction de l'image. Et on va changer un petit peu de commit. On va regarder l'historique Git.
Et on va repartir donc du premier commit où forcément, donc là j'ajoute mon code source. Alors je vais peut-être aller un petit peu plus haut pour que ça soit plus visible. Donc j'ai mon code source avec mon Dockerfile et ça c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure avec nos 3 étapes. Ok. Pour migrer vers Gib, en fait c'est assez simple parce que je supprime mon Dockerfile, j'en ai plus besoin, je vous l'ai promis. Et dans le pom.xml, on rajoute ces 5 lignes de config. Et là, avec ça, ça y est. Vous êtes prêt à construire une image Docker avec Gib, mais vous pouvez le faire que localement. Donc en fait, il y a une commande avec Gib qui est non pas gib2.build, mais gib2.dockerbuild, et qui permet quand même de construire l'image Docker dans notre registry local, et donc en passant par le démon Docker. Ce n'est pas le but premier de Gib. C'est juste que c'est une fonctionnalité qui nous permet de débugger en local, de créer notre conteneur, créer notre image avant de la pousser. C'est donc voilà, pour améliorer encore une fois l'expérience de dev, mais c'est pas le but premier. Donc pour venir push l'image sur la registry distance, il va nous falloir un petit peu plus de configuration. Entre autres, j'ajoute aussi dans ce commit là le fait qu'on précise l'image de base, c'est juste pour vous montrer que c'est possible. On peut changer l'image de base. On peut définir donc l'image destination, donc IAM-Ludal, gibdemo, 2.gib. Et on donne ensuite les informations pour venir s'authentifier auprès de la registry pour venir push l'image Docker. Donc là, avec ça, ça y est, on a de quoi builder notre image, soit localement si on veut, mais même directement vers la registry. Et là, on n'a pas besoin de démon Docker. Sans Docker même installé, ça fonctionne. Et dans le commit suivant, c'est juste pour vous montrer un petit peu la configuration un petit peu plus avancée qu'on peut faire. En particulier, on peut faire du build multi-architecture. Donc on peut build pour du ARM, pour du AMD. On peut également rajouter des extra directories. Donc c'est comme si on faisait un copy dans notre Dockerfile. Là, en l'occurrence, moi, je veux copier ce qui se passe dans le dossier gib, src main resource gib, dans le dossier /app. Et en fait, ce qu'il y a dedans, c'est un agent Datadog, donc c'est pour de l'observabilité, si vous ne connaissez pas forcément. Et donc juste après, je vais pouvoir dire à mon conteneur, en fait, j'ai un argument JVM ici, qui est le Java agent à utiliser et qui correspond à mon agent Datadog que je viens de copier. Et on peut également préciser des variables d'environnement, donc par exemple ici, la version du projet. Donc là, je peux ressortir un terminal et essayer de... Alors là, je vais faire donc je vais vous montrer. Je vais refaire un Maven clean compile. Et je vais du coup chaîner aussi par la même occasion. J'espère que c'est bien visible pour tout le monde, c'est un peu bas. Je vais plutôt faire comme ça. Voilà, clean compile, gib2.dockerbuild. Et on est parti. Donc là, ça permet de build l'image localement. Et bien juste localement. Et là, ça passe pas. Alors, il y a un message d'erreur qui, du coup, pour le coup, n'est pas explicite. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que là, il ne correspond même pas vraiment à l'erreur, à la vraie erreur. C'est que là, souvenez-vous, j'ai pas Docker de démarrer. Et je veux builder mon image avec Docker build, donc en local. Donc pour ça, je vais devoir démarrer Docker. Je démarre Docker, je retente de build mon image. Et donc là, ça passe un petit peu mieux. Mon image a été build, c'est super. Je vais pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe dedans. Donc je vais faire un Docker images. Et pour ne pas vous spoiler la suite, je vais rajouter une commande un petit peu barbare. Donc point repository. On va afficher le tag et on va afficher l'ID. Voilà. Et bien sûr, on va filtrer sur mon image gib. Donc là, j'ai mon image gib qui est ici. C'est super. Si on regarde ce qui se passe dedans, on va regarder, donc ludal gib demo, en fait je vais reprendre ça, gib. Donc toujours avec dive. Alors pour que ça soit plus visible, je vais peut-être même me mettre ici plutôt. Hop. Donc je reprends ma commande.
Et là, alors je vais devoir dézoomer un petit peu, parce que malheureusement, voilà, là comme ça on voit bien les différents layers. Là on a 3 layers, et c'est ceux qui correspondent justement à Gib, comme on a vu. Donc le premier layer, c'est celui sur les dépendances, et là on voit que c'est le gros paquet qui comporte, sur la droite on voit bien toutes les dépendances de l'application, donc là c'est la fête. Le deuxième layer, c'est celui sur la config, donc toutes les ressources, comme on a vu tout à l'heure également. Et le troisième, le dernier, c'est celui qui correspond vraiment au code source, donc aux classes qui ont été compilées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Gib, si on regarde un petit peu comment il fonctionne, en fait, dans le dossier de target, ici, il a un dossier qui s'appelle Gib cache. Et c'est là-dedans qu'il va venir stocker un petit peu son cache quand il va fonctionner un petit peu comme Docker, il va stocker des choses en cache. Et il va stocker notamment donc, le contenu des layers. Sauf que là, en fait, alors déjà si je refais un... Alors on va regarder l'ID des derniers layers. Par exemple ici, donc, on est sur du 41A. Ok. Si je refais un Maven Clean Compile et que je rebuild mon image, donc là je nettoie le cache parce qu'en fait Gib de toute façon ne se base que sur ce cache qui est là. Donc comme on fait un clean avant, il nous supprime tout le cache et il recommence. Donc je relance cette commande, Gib va venir me rebuild mon image, et je vais pouvoir ensuite la réinspecter et vérifier que le contenu des layers n'a pas changé. Donc là, souvenez-vous, le troisième ici, c'est 41A, son empreinte. Et donc si je refais un dive, alors sur la même image, vu qu'on a gardé le même tag, là, a priori, tout va bien. La reproductibilité, elle est garantie. C'est super. Et surtout, si je change une ligne de code, alors on va regarder les ID des layers d'avant, donc notamment ici 62B pour celui qui correspond aux dépendances. On va changer une ligne de code, donc on va aller dans mon contrôleur et on va rajouter toujours Toyota. Ne me demandez pas ce que j'ai avec les Toyota, je ne saurais pas l'expliquer. Je rebuild mon image une deuxième fois. Et on verra que normalement, forcément, l'ID du layer qui correspond au code source, il va avoir changé. Parce que là, ce sera plus 41A, vu qu'on a changé de ligne de code. Je refais un die. Et là, effectivement, il a changé. Pour autant, souvenez-vous, 62B, ça c'est bien le layer qui correspond aux dépendances. Et donc lui, il n'a pas changé. Donc c'est super. On est content. Et si encore une fois on regarde les images qu'on a localement, Gib démo, il y a bien mon image Gib que je viens de construire, ou plutôt que j'ai construite il y a 54 ans. Et ouais. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un petit retour dans le passé, j'ai build mon image et je suis revenu dans le présent. Alors en fait, pas vraiment. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut que je vous fasse un petit point sur la reproductibilité. Alors, vous vous souvenez au tout début, quand je vous ai dit que sur le gros Dockerfile, on avait optimisé un petit peu les layers, mais que la reproductibilité, il y avait un petit problème. En fait, on va voir maintenant qu'est-ce qui pose problème exactement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon commit initial, où j'ai un Dockerfile. Mais d'ailleurs, je vais d'abord faire un reset pour effacer toutes les modifs que je viens de faire. Je retourne sur le commit initial, git checkout init. Super. Je vais faire un Docker build. Donc je build ma première image, sans cache, toujours. Je suis dans un runner GitHub Actions. Je n'ai pas accès à du cache. Je n'ai pas mon jar. Donc il faut d'abord que je fasse un clean package. Et on va skip les tests encore une fois. Donc là on est reparti. Je build mon image sans cache. Et je vais la build une deuxième fois. Et donc, comme on l'a vu dans l'intro, là, pas de surprise, si je fais un Docker Images et que je regarde les images que je viens de construire, donc Docker 1 et Docker 2, que j'ai bien construites il y a 12 et 7 secondes, j'ai deux ID qui sont différents. Mais ça, d'accord, on est au courant. Sauf qu'en vrai, si on regarde ce qui se passe avec Dive, en fait, les layers n'ont pas changé. Comme je vous disais, c'est juste des métadonnées qui sont venues changer, mais au final, mes layers sont identiques. Parce que là, si je regarde ici, j'ai bien EFB pour le layer qui correspond au gros jar.
Et si j'inspecte la deuxième image, et bien en fait, je vais avoir la même chose, EFB. Ça va pas changer. Donc c'est pas un si gros problème, on va dire. Mais il y a un gros problème quand même. C'est que là, qu'est-ce qui se passe si... Alors on regarde ce qui se passe dans le dossier target sur mon jar. Il a été modifié à 14h02. Très bien. Je vais lancer la commande et je vais calculer son empreinte. Donc chat dans sens 256 sum, voilà, ça va me sortir un ID imbuvable, mais qui commence par B497. Ok, donc ça c'est l'empreinte de mon fichier, c'est-à-dire que si je modifie un seul octet dans ce fichier-là, ça sera un truc totalement différent. Je vais lancer la commande touch, qui permet de ne pas modifier mon fichier, mais juste la date de modification de mon fichier. Ce qui fait que si je refais un ls-l, là j'ai bien 14h04. On a bien changé la date de modification, tout va bien. Et on a la même empreinte. Je n'ai rien changé à mon fichier. Jusque-là, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe du coup si je me dis que j'ai envie de build mon image Docker, que je vais l'appeler Docker 3 cette fois-ci? Qu'est-ce qui se passe si on l'inspecte avec Dive? Alors, juste avant, on va réinspecter Docker 2 et on va regarder le layer qui correspond au jar. Donc là, c'est bien EFB. Très bien. Et Docker 3, qu'est-ce que ça va donner? Ben, je vous le donne en 1000, il a changé. Alors que mon jar n'a même pas changé. Le fichier est strictement identique, et pourtant, eh ben, le layer a été invalidé, et donc on est reparti pour push 115 mégaoctets sur la registry, alors qu'on a le même fichier, hein, pour rappel. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, quand on build une image Docker, il va y avoir un ensemble de métadonnées qui vont intervenir dans la construction et qui vont venir avoir une influence sur l'empreinte de chaque layer. Et donc, Gib, pour solutionner ça, il va essayer de se débarrasser de tout ça. Et donc, en particulier, une des métadonnées qu'on a quand on build une image Docker, c'est la date de création. Et donc, Gib, ce qu'il va faire, c'est définir la date de création de l'image à une date arbitraire, qui est le 1er janvier 1970, et qui ne va jamais changer. Comme ça, si on rebuild l'image une deuxième fois, en fait, il n'y aura pas de date de création qui va intervenir. Et au final, c'est prédictible et donc la reproductibilité, elle est garantie. Et c'est la même chose pour tous les fichiers et tous les dossiers qui vont être dans notre image. On va avoir une date de création et de modification qui va être définie au 1er janvier 1970. On peut le modifier si on veut, mais l'important, c'est que ça soit tout le temps la même et qu'elle ne change pas entre chaque build. Parce que forcément, si on commence à rajouter des variables un petit peu aléatoires comme ça, en fait, on va venir changer les empreintes et on va pas pouvoir regarantir la reproductibilité de nos images. Et alors, comment est-ce qu'on fait quand on a un monorepo? Et bien là, c'est le moment de vous montrer que Gib est assez puissant, parce que ce qu'il va permettre de faire, c'est de venir avoir une configuration qui est commune pour nos modules. Donc, je vais me déplacer dans le prochain commit, Gib monorepo. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce commit? On voit que j'ai rajouté, alors on va se débarrasser de tout ça, on voit que j'ai rajouté un module API et un module batch. En fait, j'ai séparé mon application en deux. Dans mon pom.xml, j'ai rien changé, à part le fait que forcément j'ai ajouté mes deux modules. Et alors, pour bien vous montrer, j'ai bien la même configuration globalement. Il n'y a rien qui est lié au fait qu'on est passé en monorepo. La configuration est la même. Et quand on regarde dans mon sous-module batch, par exemple, on se rend compte que j'ai même pas besoin de définir Gib. Ok, très bien. Et donc si je lance mon terminal et que je fais un maven clean compile, on va faire un gib de .build. Alors docker build même, vu que visiblement push sur la registry, c'est un peu trop demandé aujourd'hui. Donc on va juste builder l'image localement, c'est pas grave. Donc là, il me build la première image pour l'API, et là, il me build le deuxième pour le module batch. Et là, on voit bien que tout s'est bien passé. Et si je regarde donc Docker Images, là, j'ai bien
mes deux images qui se sont rajoutées, donc l'image API et l'image batch, et qui ont été faites il y a 54 ans, ça ne change pas. Et je peux venir aussi build l'image seulement d'un module. Par exemple, ici, je vais préciser, avec l'option "-pl", je vais lui dire, en fait, fais-moi que le module API. Et alors, pour vérifier ça, je vais sauvegarder ma commande pour ne pas la perdre. Ah, perdu. Pour vérifier ça, on va faire un docker image rm, on va supprimer gibdemo API avec le tag de .gib, et pareil pour batch. Ce qui fait que, si je refais un docker images, voilà, j'ai bien seulement mes images de tout à l'heure. J'ai plus mon module API ni mon module batch. OK. Je refais mon clean compile, et là je vais dire "-pl API", je veux build seulement l'image de l'API. Et donc là, gib, OK, pas de problème, je construis l'image de l'API seulement. En fait, c'est même plus spécifiquement lié à Maven, c'est pas directement lié à gib. Et d'ailleurs, dans le module API, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai rajouté un petit peu de configuration quand même, pour vous montrer qu'on peut également venir surcharger la configuration qu'on a définie dans notre parent. Donc la configuration, on l'a définie au niveau du parent, dans le POM parent, et on peut venir avoir des overrides comme ça pour dire, par exemple, ici, voilà, je rajoute une variable d'environnement en plus, qui est appName API. Super. OK. Et maintenant, j'ai besoin d'une lib commune, parce que j'ai des méthodes qui se répètent entre mes modules, donc je me dis, c'est une bonne idée d'avoir une common lib. Donc on va aller dans ce module-là, justement, dans ce commit-là. Et là, on voit bien que j'ai une common lib qui a fait son apparition. Si on regarde ce qui se passe dedans, rien de fou, c'est seulement une ligne de code un peu bête. C'est juste pour vous montrer que, par la suite, on va réutiliser ces méthodes communes dans notre module batch, par exemple, ici. Et on va aussi l'utiliser dans notre module API. Voilà, super. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je me dis, je vais faire un clean compile et je vais builder l'API. On est reparti. Super. Ah, ça va pas. Ça va pas parce que là, il me dit, je connais pas la dépendance IAMLUDAL common lib. Effectivement, il faut que je lui rajoute l'option -am. Ça, pareil, c'est du Maven. C'est pour lui dire, OK, build-moi le module API, mais build-moi aussi les autres modules dont j'ai besoin. Donc là, on est parti. Et là, ça va passer. Ou pas. Alors, pourquoi est-ce que ça passe pas? Parce qu'en fait, gib, il va aussi essayer de s'exécuter sur le module common lib. Et le problème de common lib, c'est qu'on n'a pas de public, static, void, main, string, args. On n'a pas de méthode de point d'entrée pour notre module, parce que c'est juste une lib qui a des méthodes partagées. Donc pour ça, le petit tour de magie, c'est d'aller au commit suivant. Non, c'est pas ça. Le petit tour de magie, c'est juste de préciser dans le POM de la common lib, de dire, en fait, gib, non, tu te lances pas. Et donc là, on lui dit, je veux ignorer ce module-là dans la construction de mes images Docker. OK, on a fait pas mal de chemin. Je vous propose maintenant un petit retour d'expérience de gib au sein de Leroy Merlin, et donc plus particulièrement au sein d'un domaine qui s'appelle le Customer Delivery. Et donc nous, on a fait la migration vers gib il y a à peu près 1 an et demi, et donc c'était assez simple et rapide pour le coup. Alors ça fait un petit peu, oui, gib c'est trop bien, mais c'est vrai qu'à part l'adaptation, essayer de comprendre la syntaxe, comment ça fonctionne, les différentes configurations qu'on peut avoir, etc., on n'a pas vraiment eu de problème lié à cette migration. Et en fait, une fois qu'on avait compris le truc, pour migrer toutes les applications du domaine, ça s'est fait de manière assez fluide. Et donc aujourd'hui, les images sont déployées en prod depuis plus d'1 an et demi, et pour plus de 50 modules. Donc, on n'a pas rencontré de problème, encore une fois, lié au fait qu'on est passé sur gib. Et le dernier point, donc, on a vu que ça nous a été particulièrement utile dans des projets multimodules, parce qu'on a pas mal de monorepos, et dans les monorepos, c'est assez pratique, parce que pour le coup, on définit la config une seule fois, on définit 2-3 overrides dans certains modules si besoin, mais après, c'est parti comme sur des roulettes. Les limites de gib. Alors, OK.
Depuis tout à l'heure, je vous vante un petit peu les mérites, mais il faut quand même avoir conscience que c'est pas parfait, et il faut avoir conscience un petit peu des limites de l'outil. La première limite, c'est que c'est peut-être un peu moins flexible que Docker. C'est vrai qu'on ne va pas avoir certaines instructions, comme l'instruction stop signal. Bon, est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Je suis pas sûr. L'instruction run, mais forcément, ça c'est aussi pour garantir la reproductibilité, parce que si on fait un run qui en fait ne fait un wget pour récupérer un package, et qu'entre-temps, le wget il est plus disponible, l'URL n'est plus disponible, voilà, on impacte la reproductibilité aussi en faisant ça. Donc c'est peut-être un peu normal, mais c'est quand même moins flexible sur ce point-là. Également, c'est que pour du Java. Donc pour les projets multimodules, c'est bien, mais du coup, si vous avez aussi une API en Node.js par exemple, ou que vous avez un front, vous allez devoir quand même garder un Dockerfile et avec votre configuration. Et donc dans GitLab CI, vous êtes reparti pour faire du Docker in Docker, malheureusement. On perd des métadonnées aussi. Ça, c'est ce qu'on a vu avec la date de création de l'image et la date de création et de modification des fichiers. On a une date qui est un peu arbitraire et qui du coup ne reflète pas vraiment la date de création de l'image. Pour autant, ça reste un petit peu limité parce que sur les registries, très souvent, on a la date de quand l'image a été push. Et donc globalement, ça nous suffit parce que quand on crée l'image, on la push juste après dans la CI. Donc, c'est pas très dérangeant non plus. Et on n'a pas de support du rebase. Alors, du rebase, qu'est-ce que c'est? C'est juste une fonctionnalité qui permet de changer l'image de base d'une image Docker. Par exemple, je me suis basé sur un Ubuntu 22. Demain, je veux passer sur un Ubuntu 24. En fait, au lieu de rebuild mon image comme c'est fait normalement, c'est-à-dire que en fait, on va invalider le premier layer qui est l'image de base, et du coup, tous les autres vont être invalidés. Au lieu de faire ça, on va juste dire tous les layers sont identiques, rien n'a changé. Par contre, le premier layer, il a changé. Et donc, dans le fichier de configuration, le manifeste ou le index.json, on va juste faire pointer l'image de base vers une autre image de base. On va remodifier pour avoir l'empreinte qui va bien. Et c'est parti, on a changé l'image de base sans avoir besoin de repush des nouveaux layers. Et en fait, avec Gib, vu que lui, il construit les appels API, tout ça, on n'était pas loin de savoir le faire. C'est lors d'un petit duel, un petit comparatif Gib versus Docker. Donc là, premier point, sans trop de surprise, Gib met une grosse droite à Docker parce que la reproductibilité, on l'a vu, avec Gib, c'est géré nativement. Avec Docker, c'est un peu la croix et la bannière. Deuxième droite pour Gib parce qu'il va pouvoir détecter automatiquement le code source et venir builder l'image dont on va avoir besoin. Ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est le mode déclaratif, où en fait on dit ce qu'on veut, mais on ne dit pas comment est-ce qu'on veut qu'il le fasse. Avec Docker, il faut vraiment lui dire, tu vas me compiler, puis après tu vas faire ça, et tu vas faire ça. Là, avec Gib, on lui met d'une manière déclarative, je veux ça, et à la fin, il va me faire ça. Donc deuxième droite pour Gib, et une troisième parce que forcément avec Gib on peut construire des images Docker sans avoir besoin d'un démon Docker, et donc sans même avoir besoin de Docker sur sa machine, ce qui est pratique dans la CI/CD. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que Docker, pour le coup, il est multilangage. On peut faire des images Go, Python, tout ce qu'on veut, alors qu'avec Gib, c'est fortement couplé à Java. Et c'est que pour du Java. Et le dernier point, c'est le support du rebase. Donc ça, on l'a vu. Le rebase n'est pas géré dans tous les cas, mais il est géré par les build packs. Si vous ne connaissez pas les build packs, c'est un mécanisme qui ressemble un petit peu à Gib, qui permet de gérer la reproductibilité et qui, pour le coup, gère le rebase et qui est également multilangage. Donc on peut faire du Go, on peut faire du Python, mais ça vient en contrepartie forcément d'un autre point qui est le fait d'avoir besoin d'un démon Docker pour pouvoir faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce talk? La première chose, c'est qu'une image Docker, c'est juste un zip. C'est juste une archive au format targz, et que donc, on peut build une image Docker sans avoir besoin de Docker. On n'a pas besoin d'avoir un démon sur sa machine, ni même d'avoir Docker, ça fonctionne. Il faut juste reconstruire nous-mêmes l'archive qui va bien, faire les bons appels API, et ça, il y a des outils qui permettent de le faire, mais donc, ça fonctionne très bien. Un jar, ça représente même pas 1% du code source. Donc pourquoi est-ce que quand je change une ligne de code, j'ai besoin de repush mon gros jar qui fait 115 mégaoctets? On se pose la question.
Et le dernier point, c'est que Gib il permet de gérer très simplement la reproductibilité, là où avec Docker, c'est un peu compliqué, même si c'est possible. J'espère vous avoir donné envie d'essayer cet outil du coup dans vos projets. Tous les liens sont dispo ici et en particulier celui pour me faire un feedback. Donc n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir pour savoir si vous avez aimé, si ça aurait pu être mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions, je pense qu'on a quelques minutes. Oui. Moi j'ai une petite question. On est ISO, tout ce qui est endpoint et tout ce qu'on va venir charger, en fait, initier au niveau du démarrage des conteneurs. On a des besoins, par exemple, charger l'agent, etc. Ou tirer les traitements annexes. Comment on gère la partie entry point? Alors, la partie entry point, on peut la changer si besoin. Si, par exemple, on a une autre classe qui est l'entry point, enfin, on peut venir le surcharger. Gib, par défaut, il va le détecter et il va faire en sorte que ça soit celui-là. Mais donc, oui, on peut venir, même, par exemple, préciser des histoires d'agents Java. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire. Mais effectivement, on peut rajouter des agents, tout ce genre de choses. D'autres questions? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des plugins qui permettent de surcharger le comportement de Gib? Pas à ma connaissance. C'est peut-être possible, j'avoue que j'ai pas la réponse. Mais voilà, à ma connaissance. Non, on n'en a pas eu besoin en tout cas, effectivement. Oui. Question, suite à quelques échanges que j'ai eu avec des personnes de chez Google, je trouve la réflexion assez intéressante. C'est dans quelle mesure un développeur a besoin de créer sur Java, a besoin de créer une image Docker pour la tester localement. Pour la tester localement? Dans quelle mesure? Parce que la création d'image, on est bien d'accord que c'est quelque chose qui doit être fait dans le pipeline, c'est ainsi Oui. c'est après qui voilà. Qu'est-ce que ça ramène en termes de responsabilité? Je ne sais pas si tu vas En fait, je comprends la question. Pourquoi est-ce qu'un développeur pourrait avoir besoin de construire l'image Docker localement alors que normalement c'est dans la CI/CD? En fait, c'est pour se dire qu'on a, je sais pas, un développeur front qui a besoin du coup du back. Il va peut-être vouloir préférer démarrer le back dans un conteneur qui se rapproche un peu plus de l'environnement de production s'il y a des configurations en plus à gérer par rapport à juste lancer le Maven directement. Peut-être que le développeur front d'ailleurs n'a pas Maven en fait sur sa machine, donc il se dit bah, je vais construire l'image, ça sera fait dans Docker, et donc comme ça il fait tourner l'image directement plutôt que d'avoir installé Maven. Ah, j'ai pas la bonne version, pareil pour Java, j'ai pas la bonne version de Java. Donc je pense que c'est aussi, ça peut permettre en fait de résoudre ces problématiques-là. C'est dans cette mesure-là que nous on a des développeurs qui préféraient lancer l'application en mode Docker directement. Merci beaucoup.